fait 2 semaines que j'ai fini mon atelier et j'avoue que j'ai pas foutu grand chose depuis. Alors si, j'ai un peu commencé à structurer cette armoire-ci. Donc je l'ai fait en fait essentiellement ce matin, c'est-à-dire qu'après avoir réglé mes portes, je l'avais un peu laissé en stand-by. J'ai mis les étagères pour pouvoir commencer à ranger et j'ai essentiellement uniquement mis mes affaires de l'imprimante 3D parce qu'en fait elle était dans un carton en dessous, en plein milieu de l'atelier, donc ça a mérité d'être débarrassé. Pour le reste, j'ai rien fait. Il y a plein de choses qui ont été stockées depuis des mois maintenant dans le dressing une fois que je l'avais fini, mais ça n'a pas de sens de le laisser là parce que l'idée c'est de stocker mes patrons en mode suspendu, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai pas pu aller plus loin parce que les cartons en bas m'empêchent de stocker correctement mes patrons et ça risque de les froisser. Donc je me suis arrêtée en cours de route. Parce que comme vous pouvez le voir, je viens de m'équiper de quoi pouvoir suspendre mes patrons et m'assurer qu'ils ne soient plus du tout froissés. Et me faire gagner un petit peu de place. Mais du coup, il faut que je vide ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être restockées en fait dans cette armoire. Ah, ça. Voilà, ça c'est des choses qui vont partir dans la colonne. Ça a commencé déjà à être à nouveau le bordel en fait. En l'espace de quelques semaines, j'ai vraiment reproduit le bordel que j'ai l'habitude d'avoir. C'est pas bon signe. Comme vous pouvez voir, j'ai une certaine préférence pour les hobbies un peu créatifs. Peinture, craie, photo. Bon, j'arrête de papoter, je m'attaque au stockage, ok ? Le pire quand vous rangez votre mercerie, c'est que vous réalisez à quel point vous êtes en retard dans vos projets et que surtout vous les avez oubliés. Je me rappelle avoir acheté donc tout un ensemble de fils de broderie pour broder, mais j'avais également acheté du biais assez fin blanc et des baleines. Visiblement, j'avais une idée très précise en tête, je suis incapable de savoir c'est quoi. Et il n'y a rien de plus frustrant en fait de réaliser à quel point je dépense une thune incroyable là-dedans. Mais je l'utilise jamais parce qu'en fait j'oublie et je suis incapable de me dire ce que j'avais en tête là. Je peux rien en faire. Ce serait peut-être bien que je fasse un peu plus attention à ce que j'ai en stock avant de me lancer dans des achats impulsifs. Ça nécessite, ça veut dire que tout soit bien rangé, bien classé. Parce que là actuellement, bon, voilà, j'aime trop trouver des rubans dans ce sachet, alors que j'ai un pot de ruban entier juste derrière moi, juste là. Donc forcément, si je sais pas où c'est stocké et que je me contente de regarder dans le bocal à ruban, j'aurais pas l'impression que j'ai du biais blanc alors qu'en fait j'en ai. Donc première chose, se réorganiser. Et donc c'est peut-être l'occasion de se poser la question, qu'est-ce que j'ai l'intention de changer dans ma pratique en 2025 ? Parce que là, à l'heure où je vous parle, on est le 22 décembre 2024, bientôt la nouvelle année. Il est de coutume de se donner des objectifs pour l'année suivante. Et c'est vrai que j'avais vu une vidéo qui justement se disait, au lieu de me lancer dans des projets que je n'arriverai pas à tenir, je vais plutôt me donner un mot-clé qui va être en fait ma vision pour l'année 2025. Je trouvais l'idée très bonne parce que j'ai 25 nouvelles idées tout le long de l'année par mois et rarement je les mets toutes en pratique et je me retrouve avec certains projets qui sont en stand-by depuis 5 ans. Notamment la fameuse robe Cézanne que j'ai repérée en 2020. Chaque année je me dis je vais la faire, chaque année je la fais pas. Donc au lieu de me donner 25 idées de projets en tête, je vais plutôt essayer de me donner un mot-clé. Et là je vais réfléchir pendant une petite demi-heure avant de vous dire c'est quoi le mot-clé parce que j'en ai aucune idée. Je crois que j'ai trouvé. Avant de parler de 2025, je vais vous donner le mot-clé qu'aurait pu être pour 2024, c'est perfectionnement. Je considère que j'ai essayé de perfectionner mes pratiques, mon patronage, mes ajustements. Donc je vais classer 2024 comme l'année du perfectionnement. Et pour 2025... En fait, je pensais avoir une idée, mais non, j'ai pas tout de suite d'idée. Je vais encore continuer à réfléchir. J'ai une petite idée. Pour 2025, j'aimerais bien avoir des vêtements qui durent, peut-être partir sur la durabilité des créations. Mieux me renseigner sur le tissu pour avoir des tissus qui soient vraiment fiables sur la longue durée, qui vont pas boulocher ou autre. Également travailler sur les finitions pour justement que ça se dégrade pas avec le temps. Et peut-être aussi travailler sur la façon dont je consomme, je produis des vêtements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'achète quand même beaucoup de tissus, or que j'en ai pas mal en stock. J'ai également beaucoup de chutes. Et j'aimerais bien en fait optimiser tout ça. Parce que comme je viens de vous le dire, voilà, j'achète de la mercerie, des tissus en ayant un projet en tête et à la fin en fait j'oublie le projet parce que j'en ai 25 autres qui sont venus entre temps et j'ai priorisé sur le plus récent. Je pense qu'effectivement le thème de la durabilité fait sens. On s'en reparlera de toute façon. Bah tous fourbis là, faut que je trouve un moyen de l'organiser dans les quelques caisses que je possède et que je range ça soit dans ces tiroirs là ou dans ceux-là. Autant vous le dire, je sais pas par quel bout le prendre. Rien que déjà en termes d'organisation dans des boîtes, j'ai l'impression que mes boîtes ne sont pas du tout aux bonnes proportions par rapport à tout mon fourbi. On va déjà commencer à faire un peu de tri et on avisera après. Quitte à finir chez Ikea pour avoir des boîtes.
placard. Mais ça se voit pas. Bon, effectivement, il y a encore beaucoup de bordel, mais je vous expliquerai dans quelques instants pourquoi c'est quand même une bonne avancée. Donc, en haut côté droit, j'ai réservé l'essentiel pour des choses qui ne sont pas forcément directement liées à la couture. Toutes les affaires de sport, des choses que j'utilise pas régulièrement. En dessous, c'est toutes les affaires pour le studio YouTube. Donc la lumière, le fond vert, etc. Et en haut, c'est pas directement la couture. Par contre, on descend et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Donc ce que vous avez ce côté-là, c'est toute la partie repassage. Donc vous pouvez le voir, il y a mes pads là pour faire le repassage, il y a une Jeannette derrière, etc. Et en fait, à terme, ce sera suspendu parce que j'ai des équipements qui permettent en fait de suspendre dans les portes pour pouvoir optimiser. Donc ce que vous voyez en fait, c'est temporaire. J'ai un carton dédié juste à la mousse et au molleton et j'ai fait exprès de bien l'écrire pour pas avoir à galérer comme ça a été le cas pendant 6 mois vu que j'avais plein de cartons dans ces placards mais aucune idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. En bas, donc comme vous le savez, ceci ça va être le rack qui va permettre surtout de suspendre mes patrons. J'ai déjà commencé à en suspendre quelques-uns. Donc c'est ce système là. Donc en fait il faut trouer en fait les patrons et après ça passe à l'intérieur et c'est suspendu. Comme vous pouvez le voir, les autres étaient encore sur des cintres classiques. Et je ne vais pas que suspendre mes patrons, comme vous pouvez le voir, je suspends aussi mes prototypes qui sont en cours de création ou des choses qui n'ont pas avancé. Ça par exemple c'est une jupe que je sais même pas pourquoi je la conserve. Ça fait 3 ans que je l'ai créée et elle me plaît pas, donc j'ai pas avancé. C'est un peu inutile. Tout en bas, on a encore des cartons que je vise à me débarrasser, mais c'est pas pour aujourd'hui parce que c'est beaucoup de boulot, mais c'est à venir. Donc ce carton-là, en fait, c'est juste des toiles découpées, mais que je voudrais réexploiter pour éviter de gâcher. Il y en a vraiment beaucoup, donc je pense que je pourrais les réexploiter pour faire d'autres toiles, pour rester dans la concept justement de pas surconsommer, comme je vous le disais tout à l'heure. 2025, on essaie d'être un peu plus qualitatif et durable. Donc j'ai stocké toutes les petits carrés que j'avais utilisés pour faire mon patchwork que j'ai pas exploité pour faire le bustier. Et c'est normalement toujours exploitable pour éventuellement faire des poches, des choses comme ça. Bah là, ça dégueule, hein, vous l'avez vu. C'est juste des restes de tissu. Il faut que je me penche sur le sujet, que je les réorganise d'une façon à ce que ce soit moins en vrac au point que ça déborde. Il n'y a pas que des chutes de tissu, il y a aussi des vêtements que je voudrais réexploiter, recouper. Cette partie-là, de toute façon, elle va être retravaillée. Je l'ai stockée là temporairement parce qu'il me faut encore au moins un après-midi pour gérer tout ça. Passons maintenant à notre fameuse colonne. Alors, tout en haut, c'est essentiellement tout mon fourbi de Kobe, donc des hobbies en veux-tu en voilà qui n'ont rien à voir avec la couture. À ce niveau-là, on a les affaires pour l'imprimante 3D et c'est là qu'on rentre vraiment dans l'organisation de la colonne. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était élastique et ruban et même cordon, comme vous pouvez le voir. Derrière, j'ai... Je vais m'arrêter là sur la description sur ma nouvelle réorganisation parce qu'elle est déjà devenue obsolète en moins de 2 semaines. Je l'ai refaite entre 3 et 4 fois depuis, que ce soit la colonne ou le meuble sous la table de couture, sans même parler des rangements muraux. Donc autant vous partager les leçons que j'en retire. 1. Votre organisation se fait en fonction de vos zones de travail. Par exemple, je patronne essentiellement sur la grande table, donc tout mon matériel de patronage a intérêt à être dans le premier tiroir de la colonne, puisque c'est celui qui sera le plus accessible par rapport à mon emplacement. Alors bien sûr, j'avais fait exactement le contraire dans ma première organisation, j'avais rangé mes outils de patronage dans le meuble sous la table de couture et dans un des tiroirs les moins accessibles. Ouais, la logique, 1, ça vient avec le temps. 2, optimiser le rangement à l'intérieur des tiroirs en utilisant des boîtes bien ajustées à leur taille. Donc chaque boîte doit pouvoir s'encastrer les uns contre les autres et ainsi on limite les espacements perdus. Pour les tiroirs qui sont hauts, vous pouvez également utiliser des tiroirs coulissants à installer sur les rails. C'est d'ailleurs un de mes prochains achats, ça a l'air trop efficace et j'ai justement mon grand tiroir qui a une grande zone inutilisée. Et d'ailleurs, le deuxième point entraîne dans le troisième, évaluez bien la taille, la hauteur et la largeur de chacune des boîtes pour éviter de vous retrouver avec des boîtes qui ne rentrent tout simplement pas dans votre tiroir ou même qui soient carrément mal adaptées à ce que vous avez l'intention d'y ranger. Bien sûr, ça a été un de mes cas. Lors des achats de mes 2 premiers organisateurs, je les avais achetés en prévision d'y ranger mes stylos. Manque de peau, ils étaient trop petits pour y placer les stylos. J'avais mesuré le tiroir, mais pas du tout les outils à y intégrer. 4e point, n'hésitez pas à défaire et refaire jusqu'à ce que votre organisation soit la plus fluide possible. Ce n'est pas une perte de temps, je vous assure, à la fin, vous y gagnez. 5e point, soyez prêts à claquer beaucoup de thunes, du temps. Ce que je vous conseillerais, c'est de conserver vos tickets de caisse, histoire de pouvoir vous faire rembourser les organisateurs et les boîtes de rangement qui vous serviront à rien. Bref, c'est un processus qui s'avérait long,
Mais à terme, je vous dirais que c'est très gratifiant parce que je le vois bien aujourd'hui dans mon atelier. C'est tellement plus optimisé que tout devient plus fluide dans mes activités. Et ça, franchement, c'est cool. Voilà pour ce premier jour d'organisation de l'atelier. Autant vous le dire, ça reste quand même beaucoup du temporaire parce qu'il y a plein de choses, notamment au niveau des bureaux et des colonnes. Je vais peut-être réorganiser au fur et à mesure que je vais utiliser en me rendant compte qu'il y a des choses qui sont cohérentes en termes d'accès et de fréquence d'utilisation. Donc je vais peut-être retravailler, réadapter les choses au fur et à mesure. La colonne, probablement aussi, il y aura des choses qui seront à modifier. Et comme je l'ai dit ici, clairement, il faut que je finisse de ranger. Tout comme la partie tissu où là, j'ai un gros travail de tri et en même temps de système. Parce que j'ai pensé à une façon de faire. On va voir si ça fonctionne. Mais ça, c'est pour... je pense que ça va être pour mercredi ou jeudi. Sachant que jeudi, je vais recevoir les pieds pour ma table. Donc pour le moment, je ne peux pas installer ma machine à coudre ni ma surjeteuse. Donc je vais juste aller la stocker dans mon placard, juste ici, en attendant, mais c'est temporaire. Elles retourneront sur la table. Et l'idée, c'est surtout de pouvoir vider mon salon. Ça fait 2 mois que mon salon est donc transformé en atelier et j'ai besoin psychologiquement que ça sorte de là. Et puis surtout, c'est que mercredi, c'est le 25 et j'accueille ma famille pour déjeuner, faire le repas de Noël. Donc, je peux pas leur imposer la vue de ma machine à coudre sur la table. Je vais m'arrêter là. Et je vous reprends dans quelques jours au moment où je ferai le tri de mon tissu. On se retrouve dans quelques jours. Je vous laisse profiter de mes décorations de Noël en attendant. J'ai un peu testé des méthodes de rangement. Et il y en a une vraiment qui me plaît beaucoup parce qu'en termes de visibilité, on y gagne bien. Et j'ai également testé un système pour épingler mes échantillons. Je vous explique parce qu'à chaque fois que j'en reçois un nouveau tissu, je me fais un échantillon de 10 cm par 10 cm afin de remplir ma tissu tech. Ma tissu tech, elle me sert essentiellement pour pouvoir m'inspirer par la suite de mes autres tissus et d'avoir en tête en fait leur qualité, parce que c'est vraiment un des trucs qui me fait le plus défaut quand je vais rechercher en ligne, c'est à savoir quel est le grammage, la texture, etc. Et donc en conservant ici justement des échantillons où je m'annote justement leur qualité, quel est son poids au mètre carré, au mètre carré, également est-ce que c'est souple, est-ce que c'est rigide, comment ça s'est comporté. Plus tard, quand je vais sur internet, que je vois les propriétés d'un tissu, si j'ai un doute, j'arrive pas à me projeter, je peux regarder mes échantillons et ça m'aide à prendre des décisions tout simplement. Quel est le rapport avec ça ? En fait, l'avantage, ça permet d'épingler mes échantillons, mais surtout de pouvoir voir d'un coup d'œil ici quels sont les échantillons que j'ai et me faire un avis sans avoir à déranger tout ça. Parce que vous allez voir, quand tout sera rangé, c'est quand même assez compact et j'ai pas envie de m'amuser justement à devoir tout ressortir pour tester un tissu. Là, en ayant l'échantillon directement collé contre la façade et que je puisse justement le détacher et le tester, ça me fait gagner un peu de temps. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses encore à faire. Du tri, du rangement. Et avant le moindre tri ou rangement, faut déjà commencer par tout sortir. Mon Dieu, c'est pratiquement un magasin que je stocke chez moi là. Il y a beaucoup de tissus encore à tout ça donc à ranger et encore un bout là. Et comparativement, voilà ce qui est déjà prêt, plié avec les cartons. J'ai du taf. On va commencer par nettoyer le sol parce que vu la longueur des coupons, je vais être obligée de les mettre à terre pour pouvoir les plier pour que ce soit pas trop salissant. Voilà, comme ça les coupons ne seront pas poussiéreux. Alors, est-ce que je dois prioriser ? Mon Dieu, il y en a tellement, je sais même pas par quoi commencer en fait. Déjà, je vois qu'il y a des coupons qui sont déjà entamés et d'autres qui le sont pas. Peut-être que je vais commencer par ceux qui le sont pas. On va déjà organiser ça par tard. Ça, je sais que c'est complet. Ça, c'est des rideaux. Oh là, ça me rappelle un truc ça. Il y a des trucs que j'ai achetés il y a 3 ans pour des projets pour le projecteur que j'ai jamais coupé. Regarde-moi cette beauté. Je l'ai jamais coupé. Il est magnifique ce coupon. Comme quoi, mon idée de valoriser un peu plus mes tissus sur la porte est pas si mauvaise. Ça a l'air d'être une chute d'une de mes gabardines pantalon. Ça non plus, c'est pas utilisé et c'est bien regrettable. Vu comment c'est un super beau tissu. Non utilisé non plus. Oh, ça c'est vieux. C'est une veste que j'ai créée, mais genre il y a 15 ans. En 2008, 2009. On est en 2025. Très vieille veste. Forcément une chute. Ah, ça, c'est une doublure pour un manteau a priori. Alors je commence déjà à me faire une petite idée comment je vais organiser ça. Je pense que je pourrais mettre de côté
tout ce qui va être doublure, parce que c'est vrai que c'est souvent là où je cherche le plus et où je trouve jamais. Je ne savais pas que j'avais ces doublures noires. Est-ce que je laisse les doublures avec les tissus que j'envisage? Par exemple, je crois que ça allait avec ma laine noire, je voulais faire un manteau avec. Du coup, est-ce que je garde les projets ensemble pendant que je les ai encore en tête ou pas? Excellente question. J'aviserai comment je vais m'organiser. Des chutes, des chutes, des chutes et des chutes. Ok. Bon, on va commencer par ce lot-là, il n'y a pas trop le choix. Des cartonnettes. Et si je commençais par vous expliquer mon nouveau système de rangement? Comme vous avez pu le voir, j'utilise des cartons prédécoupés à la taille correspondant à la hauteur de mon étagère. Je veux optimiser mon rangement en plaçant tous mes coupons à la verticale. Ainsi, j'utilise toute la hauteur de chaque étagère et en même temps, j'utilise très peu d'espace à l'horizontale. Ce qui me permet donc de placer un maximum de coupons par étagère. Bien sûr, un coupon, c'est mou, ça peut pas tenir par lui-même à la verticale. D'où le fameux morceau de carton pour maintenir le coupon dans cette position sans qu'il s'effondre sur lui-même. Le prédécoupage, je l'ai fait en amont, ça m'a pris 2-3 heures de taf, l'air de rien. Et puis pendant plusieurs semaines, j'avais consciencieusement stocké tous les cartons d'emballage que j'avais pu recevoir. Ikea, Leroy Merlin, bonjour. J'ai fait mon premier gabarit en me basant sur la hauteur et la profondeur d'une de mes étagères et je m'en suis servi ensuite comme base pour découper tous les autres cartons. C'était long, fastidieux, mais pas spécialement compliqué. Au niveau du système du pliage, j'invente pas la poudre. Je plie le coupon dans le sens de la longueur en faisant matcher la largeur du coupon plié à celui de mon carton. Ensuite, je superpose le carton par-dessus le coupon que je viens de plier et puis j'enroule autour de celui-ci. Voilà, ça y est, votre coupon est plié et il rentre directement dans l'étagère avec la bonne dimension. Nickel. Un petit détail près, avant l'étape du pliage, je prélève mon échantillon s'il n'y a pas déjà un dans ma Tissutech. En général, je le fais dès que j'achète un coupon. Juste avant de le laver, je le surjette et j'en profite pour prélever un échantillon de 10 par 10 cm, puis je le stocke dans la fameuse Tissutech qui dégueule dans tous les sens. Autre sujet de rangement qui devrait me tomber dessus dans un futur proche. Et donc dans certains cas, je me suis aperçue que j'avais pas les échantillons, donc j'en ai profité pour les prélever et également rajouter certaines informations qui me font défaut actuellement dans la Tissutech. À savoir la dimension du coupon, la fibre et son armure. Je vous épate avec mon vocabulaire textile, hein. C'est normal, je me suis enfin décidée à ouvrir le bouquin que j'ai acheté il y a plus de 2 ans sur le textile. Et jamais trop tard, Alex. Bref, cette histoire, ça m'a quand même pris toute une soirée. Et comme forcément, chaque coupon prend pas mal de place, on est obligé de le faire au sol. Et là, je vous conseillerais de faire comme moi. Je me suis rapatriée en fait dans le salon pour être directement sur un tapis, pour que ce soit plus confortable pour mes genoux. Et en plus, c'est un peu moins poussiéreux par rapport au sol. Malgré mon passage d'aspirateur, le coupon il collectait encore pas mal de poussière. Bon, je vais pas vous dire que le tapis c'est plus propre, non, parce que je me suis retrouvée à en collecter encore, mais il y en avait bien moins que par rapport au sol. Maintenant que tout est plié et rangé, il faut que je m'assure que quand je vais faire mes courses de tissu au marché Saint-Pierre, que je ne rachète pas pour la 24e fois un coupon de doublure acétate noire alors que j'ai les 23 autres qui m'attendent toujours dans l'armoire. Et j'ai pas l'intention de me balader avec ma Tissutech qui dégueule dans tous les sens sous le bras, donc vous dire que ça rendrait l'expérience d'achat très compliquée. Donc la meilleure façon, c'est de la digitaliser. Donc j'utilise une application, ici c'est Liste de Microsoft, qui me permet donc d'entrer sous forme de base de données chacun de mes coupons. J'ai paramétré ma liste pour qu'elle puisse intégrer toutes les propriétés qui m'intéressent, comme ça je peux faire des recherches rapidement plus tard. Pour chaque nouveau coupon qui rentre dans mon armoire, je le prends en photo, j'indique toutes les propriétés qui sont importantes à mes yeux, telles que la taille du coupon, le type de coupon, est-ce que c'est de la maille ou de la trame, le type de fibre, où est-ce que je l'ai acheté, est-ce qu'il a été prélavé ou non, combien il m'a coûté, etc. Bon, je vous rassure, j'ai pas initié ma liste le jour où j'ai fait le tri de mes coupons, sinon ça ne m'aurait pas pris une soirée, mais une semaine. C'est quelque chose que j'ai déjà l'habitude de faire depuis pratiquement 1 an. Donc j'ai surtout eu à intégrer dans cette base les très vieux coupons, ceux qui ont plus d'1 an, et je peux vous assurer qu'il y en avait encore pas mal, d'où le fait que ça m'a pris une soirée entière. Au moins, tout est rentré, tout est en ordre, je peux démarrer 2025 dans les meilleures conditions. Ça y est, j'ai pu plier la majorité de mes tissus avec le carton. Je dis la majorité parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, tout ça, ce n'est pas plié. En fait, je suis arrivée à court de cartonnettes, ça m'a pris quand même jusqu'à 22h hier soir. Ouais, à la fin, j'en pouvais plus. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pas eu trop de tissus à rentrer dans mon application parce que l'essentiel était déjà dans l'application. Non, tout ce que j'ai eu surtout à faire, c'est réactualiser donc les métrages là-dessus. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi j'ai fait ça, mais vous allez voir, ça va vraiment me faciliter la vie. En attendant, j'ai récupéré quelques bouts de carton, comme ça je pourrais faire les quelques-uns qui me restent ici. Je dois pouvoir en tirer à peu près 6 ou 7 cartonnettes à partir de cette base-là. Je peux déjà faire une bonne moitié, j'en ai calculé qu'il y en avait 14 de coupons qui me restaient ici. Ce
que vous voyez sur l'angle, c'est juste des chutes, donc il n'y aura pas besoin d'être avec un carton. Après, dans l'appartement, j'ai encore plein d'autres cartons, donc je m'inquiète pas. Et d'ici février ou mars, j'aurais probablement réutilisé certains de mes tissus, donc je pourrais récupérer les cartons pour ranger ces derniers tissus, donc je m'inquiète pas trop. J'aimerais organiser un petit peu tout mon bazar. Ici, on a tous les lainages pour les manteaux. Là, on a les sweats et les gros coupons qui ont besoin de beaucoup de place en hauteur. Là, c'est tous les tissus qui vont me servir pour faire des toiles. Donc ça, c'était bien pratique de faire ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte souvent, je me rachète des toiles parce que je crois ne pas en avoir assez. J'ai un rouleau dédié qui est juste là. C'est vraiment la toile classique. Mais parfois, j'ai besoin d'avoir des tissus un peu différents en termes de poids, en termes d'élasticité. Et donc, ceux-là, ils sont en stock. Ça peut être pratique de l'avoir sous la main quand j'ai besoin de tester des choses. Là, on a du blanc, un peu en vrac. Ici, c'est le tissu pour faire plutôt des hauts, des blouses, des chemises et des gilets. Là, c'est tout ce qui va me servir pour faire des pantalons. Et enfin, en haut, je vais vous emmener avec moi, ce sera mieux. Là, il n'y a rien qui est en carton, de toute façon, vu que c'était en général que des chutes. Mais l'idée, c'est que elles soient quand même bien visibles. Et quand je pouvais, c'est-à-dire quand j'avais l'information, que j'ai pris le temps de mesurer, j'ai indiqué en fait combien il me restait. Comme ça, rapidement, en regardant, je peux me dire, ok, est-ce que j'ai besoin juste pour faire une poche ou pour faire quelque chose de plus compliqué? J'ai l'information. Pareil, alors là, ceux-là, je les ai même pas mesurés, mais ils sont beaucoup plus conséquents. Ici, on a en fait tout ce qui est cuir et daim. On a les grands coupons de daim ou de simili-cuir, et à l'intérieur, on a les plus petits coupons de cuir. Et là, c'est des rouleaux de simili-cuir aussi. Et là, je me suis arrêtée à l'étape où je me pose la question comment je vais organiser mes patrons. Je sens que c'est pas la bonne façon de faire ici, ça me convient pas. Un peu plus bas, j'ai un bloc machine à couture, c'est très bien parce que la surjeteuse et l'ancienne machine à coudre, faut qu'elles soient stockées quand je les utilise pas. Bien que, à mon avis, la surjeteuse, elle va être dehors très rapidement. Et en bas, c'est pour tout ce qui est laine, vu que j'ai aussi une machine à tricoter. Ça aussi, je vais le ranger, mais directement dans des paniers que je pourrais ranger en dessous, parce que ça a plus de sens pour des pelotes de laine rangées de cette façon-là. Après la réorganisation des tissus, j'enchaîne avec la réorganisation des patrons. Ils sont quand même dans le même placard, ça avait donc du sens de continuer dans la foulée. En fait, j'étais plus très satisfaite de mon organisation dans les petites boîtes avec les pochettes au format A5. Je trouvais que je ne voyais pas assez bien les patrons, sauf dans le cas pour les pochettes des Big Four, parce que là, pour le coup, les pochettes sont vraiment bien illustrées, où on voit bien la photo du mannequin qui porte le vêtement. C'est très bien valorisé sur la pochette. Ça vous saute littéralement au visage, en fait. À l'inverse, mes pochettes en papier crasse, avec mes toutes petites images issues de mon Polaroid, c'est moins évident là, parce que déjà, les vignettes, elles sont positionnées tout en bas de la pochette, donc si je sors pas la pochette hors de la boîte, je vois rien. Et les informations inscrites à la main ne ressortent pas du tout sur le fond marron de la pochette. Bref, ce système ne me facilite toujours pas la recherche rapide au sein de mes patrons papier. Donc j'ai testé plusieurs approches, dont le rapatriement dans des pochettes A4 en craft dans les grandes boîtes de classement. Bon, très vite je me suis rendu compte que ça n'allait pas plus dans ce sens, donc je suis retournée sur ma précédente organisation. Après, ce détour, ça n'a pas été totalement inutile, hein. Ça m'a permis quand même de redécouvrir des patrons que j'avais complètement oubliés depuis 15 ans. Ça, c'est un vieux patron, je crois que je l'ai dû l'acheter entre 2002 et 2007. Pas de date exacte parce que ça remonte à trop loin, mais c'est un de mes premiers. Oh mon dieu. Vous pouvez voir, c'est vraiment un patron qui a été beaucoup utilisé. C'est à partir de ces bases-là que j'ai appris à faire des bustiers. Donc ça, c'est mes tout premiers patrons qui datent facilement de 15 ans. Ça fait marrant de retrouver des patrons que j'avais pas ressortis depuis facilement 15 ans, je pense. Ça, c'est vraiment représentatif du style que j'avais en 2002. Et j'ai également testé un système pour épingler mes échantillons. L'avantage, ça permet d'épingler mes échantillons, mais surtout de pouvoir voir d'un coup d'œil ici quels sont les échantillons que j'ai et me faire un avis sans avoir à déranger tout ça. C'est quand même assez compact et j'ai pas envie de m'amuser justement à devoir tout ressortir pour tester un tissu. Là, en ayant l'échantillon directement collé contre la façade et que je puisse justement le détacher et le tester, ça me fait gagner un peu de temps. Vous l'avez peut-être capté, sur cette séquence, le rangement de mes coupons est différent de ce que je viens de vous montrer il y a quelques secondes. C'est normal. Cette séquence a été tournée avant que je réorganise mon placard. Mais ce petit laïus y était essentiel pour introduire la suite. Et puis en même temps, si ça peut m'éviter le mode voix off... Bon, je sais, je fais une voix off pour expliquer le fait que je ne fasse pas de voix off n'a absolument aucun sens. Mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, ok? Et puis chez moi, la logique n'est absolument pas un prérequis. Bref, revenons à nos moutons.
on va construire l'intérieur de la porte en panneau de liège. Et contrairement à ce prototype, on va faire quelque chose de prof, parce que là, ça ressemble à rien, mais en même temps, c'était pour tester alors. Donc on sort le rouleau de liège, on va chercher des cornières chez Leroy Merlin, et on s'attaque à la tâche. C'est pas bien compliqué. 1. Découpage des plaques de liège aux dimensions de la porte. 2. Coupe à 45 degrés des cornières pour encadrer le panneau, histoire d'avoir des finitions clean. Forcément, fallait qu'il y ait un truc qui cloche. Donc j'ai commencé déjà en coupant dans le mauvais angle l'avant-dernière découpe. Donc j'ai gâché ça. Je me suis dit c'est pas grave, j'avais un bout assez long et je pouvais faire comme en face, c'est-à-dire mettre l'allon d'équerre. Sauf que je viens de me rendre compte que ma dernière baguette, je me suis trompée, j'ai pas pris une identique aux précédentes, elle est un peu plus fine et du coup, j'ai pas assez de surface pour recouvrir. Boulet, bonjour. Du coup, je vais laisser le dernier quartier en stand-by. Et il faudra que je retourne à Leroy Merlin, acheter une deuxième baguette, mais de cette dimension et pas de celle-là. Vous voyez, c'est pas du tout la même taille. Le gap est bien visible. C'est la loose. Vous savez quoi? C'est pas ce dernier bord qui va m'empêcher d'installer mes échantillons, au moins sur cette porte-là. Bon, tous les échantillons que j'avais préparés sont maintenant épinglés. Il n'y a pas l'intégralité des tissus qui sont échantillonnés. J'en ai remarqué qu'il y en a plusieurs qui manquaient. Mais j'ai envie de vous dire qu'au moins tous les tissus que justement j'ai un peu redécouvert en faisant le tri, eux ont bien été échantillonnés. Donc ceux-là, je peux plus les oublier pour le coup. Wouhou, j'ai enfin reçu ma commande Ikea. Ça fait quand même 15 jours que j'attends celle-là. Et je crois qu'en fait, il est censé avoir un deuxième colis. Donc je l'aurai probablement dans l'après-midi. Mais en attendant, vu la taille du colis, je soupçonne qu'il y a mes pieds de ma table. Et je l'attends depuis beaucoup trop longtemps pour attendre une minute de plus. On va démonter ça et pouvoir enfin aménager cet atelier. Voire peut-être même poser la machine à coudre sur la table. Oh, ce serait trop magnifique. Allez, on s'y met. You can take the shoes I'm in. Go on, take everything. You can have about everything I own. Just leave that old piano. Maybe a chair so I can sit. Après avoir installé les pieds, j'avais enfin une table totalement stable pour pouvoir y poser ma machine à coudre sans crainte. J'ai été tellement contente et j'avais tellement hâte de pouvoir utiliser l'atelier. Eh bien, en fait, au lieu de coudre, ce qui est la première chose qu'on s'attendrait que je fasse dans ce genre de situation, eh bien non, j'ai continué à optimiser encore plus mon atelier en m'attaquant à ma seconde table. Vous vous souvenez, la table assise debout? Elle est très pratique, notamment pour patronner, mais également pour projeter les pièces du patron sur un tissu. Sauf qu'elle prend quand même pas mal de place, et que pour être optimale pour la projection, elle a besoin d'être placée au centre de la pièce. Ce qui peut être problématique quand je veux transformer mon atelier en studio de photoshooting. Qu'à cela ne tienne, il y a un petit détail qui est intéressant, cette table, vous pouvez lui installer des roulettes. Donc je peux maintenant la déplacer comme je veux, en fonction des configurations. Bien sûr, il y a des freins sur les roues pour pouvoir les bloquer, comme ça la table elle reste bien stable. Regardez-moi ce grand sourire. Ça, c'est le sourire d'une couturière qui est pleinement satisfaite. En fait, j'étais tellement contente que je me suis pas arrêtée là. Et les jours qui ont suivi, j'ai encore fait des finitions dans l'atelier. Alors notamment, j'ai installé une barre pour pouvoir installer mes rideaux. Alors j'ai pas racheté de beaux rideaux pour le moment, je vais me contenter de réutiliser mes rideaux en velours bleu, ça fera toujours le job. J'ai enchaîné en installant d'autres supports muraux pour pouvoir suspendre encore plus de matériel derrière la table de couture. Alors je me suis un peu compliqué la tâche parce que j'avais déjà installé 2 supports muraux et il a fallu que je sois bien précise pour aligner les 2 suivants et qu'il n'y ait pas de décalage. Mais bon, avec un bon niveau laser, ça se fait très bien. Et j'ai finalisé mon marathon des améliorations de l'atelier en installant des poignées sur ma colonne. Je les avais déjà achetés lors de mon dernier passage chez Leroy Merlin, et dans ma tête, c'était censé être la tâche la plus simple. D'ailleurs, je l'avais laissé en dernier sur ma liste en me disant qu'avec un petit coup de visseuse, ce serait fait en 2 minutes. Ouais, vous me voyez venir là. J'ai fini par installer les poignées, mais je vous avouerai... Quand j'ai commencé ce matin, je m'étais dit ça va être probablement la chose la plus simple de tout ce que j'avais à faire. Je crois que c'est l'inverse finalement. Tous mes perçages se sont passés, mais comme sur des roulettes. C'est juste cette merde qui m'a galéré pendant pratiquement une demi-heure. Donc on est à peu près bon. Il faut que je finisse de faire des réglages sur les 2 portes parce que clairement maintenant elles sont plus du tout alignées. Mais je crois que je vais attendre pour ça parce que psychologiquement je suis pas prête. Ce que je vais faire, je vais en profiter là pour installer les rideaux. Alors ça va pas être les bons rideaux parce que j'aurais préféré avoir des rideaux plutôt verts. J'imagine même plutôt un plaid, un tartan vert un peu épais parce que ça irait bien avec ces couleurs-là.
Mais je l'ai pas pour l'instant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes rideaux de velours bleu pour le moment, ça fait au moins le job. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ce tube-là m'avait servi en fait à faire mon étuffe pour pouvoir plisser ma jupe culotte en laine. Et je l'ai conservé parce que je me suis rendu compte que c'était très pratique. Je pouvais stocker donc notamment mes rouleaux de papier pour le patronage, ma règle de 1 mètre, et surtout ça me permet de stocker debout mon rouleau de toile. Le petit souci, c'est quand même de l'acier, hein, je vous assure. Alors c'est pas coupant, mais c'est pas agréable au toucher. Je vais le customiser pour lui donner une housse en fait. En plus, comme c'est vide en dessous, c'est-à-dire que c'est vraiment juste un tuyau, c'est ouvert par le bas, je vais lui mettre une housse qui va passer par l'extérieur, donc ce sera plus joli et en plus visuellement, et elle va retourner vers l'intérieur et rendre cette partie-là un peu moins abrupte. Ok, on est arrivé à un stade où on peut dire que mon atelier est bien avancé, je peux enfin m'y installer et en profiter pleinement. Clairement, il y a encore des choses à améliorer, que ce soit la table à repasser, elle mériterait d'avoir une nouvelle couverture. J'aurais également besoin d'une desserte mobile pour y installer la centrale vapeur. Je me suis rendu compte que je gagnais en fluidité de mouvement dès que la centrale était à la même hauteur que la table à repasser. Et j'ai repéré ce modèle-là chez Ikea, donc je devrais pas tarder à aller la chercher. Il manque également 2 autres choses. Un miroir, je dirais même un très grand miroir. J'en ai repéré un depuis 3 mois. Qu'est-ce qui me freine ? Son prix pardi. Non, parce que vous vous doutez que s'il est très grand le miroir, il coûte une blinde. Mais bon, comme j'ai économisé ces 3 derniers mois, justement, je devrais enfin pouvoir me l'offrir. Je rajouterai également, important, ça me servirait pour vous faire les podcasts quand je vous passe en revue tout ce que j'ai créé les mois précédents. Donc j'ai repéré ce modèle-là, il est très chic, doré avec une base effet marbré. Je pense qu'il s'intégrera bien avec le style de l'atelier. En termes de tri et d'organisation, en l'espace d'un mois, je l'ai refait entre 3 et 4 fois. C'est clairement un processus au long cours. Et au niveau de l'espace de patronage, j'ai conscience qu'il faudrait aussi que j'optimise. Parce que là, actuellement, j'ai un petit tiroir coulissant qui pourrait s'installer juste sous la table, un peu à la manière de ce que j'ai fait avec le rouleau de papier. J'ai installé en fait un rouleau papier de Ikea qui est vendu avec un support, c'est pour les enfants d'habitude, mais je l'ai installé donc juste sous la table et c'est très pratique, j'ai juste à dérouler le papier et je peux donc patronner en direct. La seule limite, c'est que c'est pas assez large à mon sens, donc je sais pas si à long terme ça va être efficace, on abusera ça dans le temps. Bref, si on en revient sur le fameux tiroir, l'objectif ce serait d'installer ce tiroir en dessous et de pouvoir y placer mes règles. Non, parce que là actuellement mes règles, le seul endroit où je peux les ranger, c'est donc sur le support mural qui se trouve derrière la machine à coudre. L'espace le plus éloigné de ma table de patronage, donc ça n'a pas vraiment de sens de les laisser aussi loin. Alors on n'avait pas pensé que la petite balle qui est ici n'a pas d'utilité, au contraire, elle est là intentionnellement. Je suis à la bonne hauteur en fait pour découper une longueur de jupe, comme vous pouvez le voir. Ma petite balle de pilates, elle va bien rester ici, elle a tout à fait sa place. Par contre, il y a bien une chose qui va disparaître ici. J'ai le regret de devoir vous annoncer que Gertrude va devoir partir. Parce qu'en fait, finalement, j'ai peut-être utilisé 1 ou 2 fois depuis que je l'ai créée. Ça n'a pas de sens qu'elle prenne autant de place. Mais vous inquiétez pas, elle va pas être fichue à la poubelle. Non, non, non. En fait, je vais la réutiliser parce que rappelez-vous, elle est remplie de molletons et de scraps de tissu. Et comme j'ai pas pu gérer mon excès de reste de tissu que j'avais en carton, que j'ai toujours pas touché depuis la dernière fois, non. Je pense que je vais m'en servir pour faire un pouf, en fait. Je vais reprendre ce qui reste là et ce qui est dans le carton. Et je vais faire une enveloppe avec les restes pour faire un beau patchwork. Et je vais remplir de tous les scraps. Et comme ça va remplir au fur et à mesure parce qu'on sait très bien et d'ici la fin de 2025, j'aurai encore plein de scraps qui vont s'accumuler. Donc autant s'en servir pour faire un truc utile. Un pouf, c'est très bien. Le truc qui a intérêt à disparaître, c'est ce tabouret qui est en état lamentable. Il a été peint et entre-temps a eu le temps depuis de s'écailler joyeusement. J'ai l'intention de le remplacer par un joli tabouret, mais qui serait sur roulette. Comme ça, je mettrais la surjeteuse de la machine à coudre parallèle et je pourrais donc rouler de l'une à l'autre. Naturellement. D'ici 6 mois, je pense que j'aurai bien investi cet espace et j'aurai continué à améliorer tout l'environnement, l'organisation. Ce sera donc intéressant de vous faire une deuxième vidéo où justement, je vous partagerai les évolutions dans l'aménagement et surtout, je vous partagerai les bonnes pratiques. Sur ce, j'espère que ce vlog podcast autour de l'aménagement et de ses bonnes pratiques a pu vous inspirer. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bisous, bisous!